Population congolaise vivant pratiquement dans le Nord Kivu. On va donc parler de ces questions d'actualité, mais également ces autres questions qui font l'actualité dans le pays. À quand le prochain gouvernement finalement? Où en est-on avec les accords, notamment au niveau de la sous-région pour mettre fin à la situation d'insécurité à l'est du pays et la situation socio-politique en général? Avec Eric Izami, ainsi que Patrick Lecala. Patrick Mouyaya a accepté de répondre à nos questions. Monsieur le porte-parole, bonjour. Merci de bien vouloir répondre à nos questions depuis l'Italie où vous séjournez. Vous avez donc été de la délégation gouvernementale qui a pris part à la messe de la proclamation de la béatification de Floribert Boinatu. On commence d'abord par cette question qui vous a amené ici à Rome. Sous quel signe le gouvernement place cette béatification de Floribert Boinatu? C'est un signe, je pense, d'abord d'honneur et de fierté, comme République démocratique du Congo, d'avoir un des nôtres à nouveau béatifié. C'est une reconnaissance internationale ou mondiale des actions qui ont été posées par ce jeune homme de 26 ans à peine, qui a dit non à la corruption. C'était aussi une manière pour nous, nous savons où les faits se sont passés il y a 18 ans, tel que vous l'aviez mentionné. Floribert Boinatu vivait à Goma, dans le Nord Kivu, et vous savez tous que cette partie du pays est sous occupation. Il était donc de notre devoir de faire ces déplacements que vous avez vus importants des membres du gouvernement pour montrer d'abord le signe de l'honneur que nous faisions à ses compatriotes, mais aussi le signe que nous sommes toujours en communion avec nos populations qui sont aujourd'hui sous les dictats des occupants. C'était donc important pour nous de faire ces déplacements, non pas seulement pour assister aux activités prévues, notamment la messe de béatification du dimanche soir, mais aussi la messe de lundi que nous avions eue avec toute la communauté congolaise qui s'était déplacée de Goma, de Kinshasa, de Lubumbashi et celle ici de l'Italie, parce que c'est de cette manière que nous devions l'accueillir. Et donc, aujourd'hui, le martyr de Boinatu, c'est un modèle. C'est un modèle pour pas seulement les jeunes Congolais, beaucoup n'avaient peut-être pas fait attention, mais à la messe de François, paix à son âme, à Kinshasa, au stade de martyr, il était revenu sur ce qu'a été le parcours de ce jeune. Il a été d'ailleurs, cela d'ailleurs a été rappelé par le pape Léon XIV lui-même à l'occasion de l'audience qu'il a bien voulu accorder à la délégation congolaise présente à Rome. Et donc, c'est cette symbolique-là qui, à nos yeux, était très importante, marquer la présence, mais aussi avoir des moments d'entretien avec nos populations de Goma pour qu'ils comprennent davantage la position qui est la nôtre, la solidarité avec laquelle nous vivons au quotidien et la préoccupation première du gouvernement qui est celle de voir comment très rapidement ramener la paix dans cette partie du pays, mais aussi soulager leurs difficultés quotidiennes parce que leur quotidien est justement aujourd'hui sous la terreur parce que c'est cela la méthode des occupants. Parce qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle Floribert Boinatu a été tué, c'est d'avoir refusé, lui qui était à l'époque commissaire à la douane, de signer pour que de la nourriture avariée puisse rentrer sur le sol congolais à partir de Goma. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement suit le travail que fait l'OCC pour la consommation des aliments propres par écoutez, l'ensemble de la c'est population un travail qui est congolaise? permanent, mais ici, il faut saluer parce qu'il y a plein de petites gens qui font beaucoup de petites choses qui ne bénéficient pas toujours de la lumière, mais qui rentrent évidemment dans la protection de la communauté. Ici, nous voulons parler de biais de consommation. Ici, Floribert Boinatu, personne peut-être ne le connaissait, mais à partir de son martyr, grâce à sa communauté Santé Didio, les enquêtes ont pu révéler au monde entier ce qu'il était. Les papes disaient pauvre, prière, paix, c'était les trois mots qui les caractérisaient. Au sein de sa communauté, on a vu effectivement des preuves qui font de lui aujourd'hui le modèle d'intégrité de lutte contre la corruption que tout le monde devait copier. C'est aussi un message qui est donné à tous, pas seulement les jeunes, mais à tous ceux qui, dans leur sphère de responsabilité, à quelconque échelle que ce soit, peuvent poser des actes qui peuvent sauver des vies humaines. Je pense que ça, c'est un élément important et crucial
que les uns et les autres doivent retenir. Quand l'Église catholique béatifie Bouanatsui pour avoir refusé d'être corrompu, le gouvernement a applaudi. Mais quand l'Église catholique fait des annotations ou des commentaires ou des critiques assez négatives sur la marche de la politique, et là, les avis divergent et la classe politique dont vous, la classe dirigeante, vous n'acclamez pas. Écoutez, l'Église s'est toujours mise dans une position de critique. Ce n'est pas mauvais parce que nous n'avons pas la prétention de dire que tout ce que nous faisons est parfait. Il y a toute action humaine est perfectible, y compris l'action de l'Église elle-même. Parce qu'il ne faut pas exclure la possibilité de l'Église d'être critiquée, mais nous ne sommes pas dans ce rôle-là. Nous sommes plutôt ouverts. Nous savons que nous gérons un pays qui est compliqué, avec beaucoup d'urgence à tout point de vue, et un pays aujourd'hui qui requiert une attitude particulière de chacun de nous. N'oublions pas que l'Église, elle nous forme depuis le jeune âge. N'oubliez pas que l'Église nous forme aux humanités, nous forme à l'université, parce qu'essentiellement, les Congolais sont les produits de l'Église. Alors, à un moment donné, on peut critiquer, on peut discuter, on peut blâmer les uns les autres, mais après, on peut se dire, nous regarder en face parfois comme Église et s'interroger sur les enseignements, sur l'éducation, sur l'instruction que nous avons donnée à nos fidèles qui ne donnent pas le rendu que nous voulons. Vous parlez spécifiquement de corruption. Point n'est besoin de le dire que la corruption, c'est dans l'homme, de toute évidence. Et la corruption, ce n'est pas une exclusivité congolaise. La corruption, comme d'autres antivaleurs, sont des combats permanents. Et chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons mis en place un dispositif qui nous permet de lutter contre la corruption. Vous savez, madame, il y a quelques années, on attendait des rapports d'ONG internationales, d'experts internationaux pour parler des scandales, des cas de corruption à RDC. Mais aujourd'hui, ce sont des structures nationales qui les révèlent. C'est un grand progrès. Donc nous, on ne va pas nous mettre dans une posture d'écouter les critiques des uns des autres. On est plutôt dans une posture où nous faisons des choses par conviction. Et donc, lorsque le président de la République ou la première ministre a dit que nous luttons contre la corruption, nous faisons de la bonne gouvernance notre allié principal, nous le faisons. Et si vous voulez des preuves, aujourd'hui, regardez, nous allons bénéficier d'à peu près 2 milliards d'appuis des institutions de Bretton Woods. C'est la preuve de la bonne gouvernance. Qu'on ne vous trompe pas, lorsque il y a toujours un effet de buzz lorsqu'on parle de scandales, de détournements, de corruption tel qu'on aime bien nous tirer une balle sur les pieds, mais encore que cela doit être établi par la justice en fin de ressort. Mais ici, il faut considérer que nous, ce que nous faisons par conviction nous permet d'avoir des résultats. Et donc aujourd'hui, nous, on va nous focaliser sur ce qui nous permet d'avancer, évidemment en acceptant les critiques des uns et des autres, y compris de l'Église, pour autant que c'est des critiques qui nous aident à avancer et à améliorer notre action. Éric Kizami. Merci de la parole, chère Rachel. Monsieur le ministre, nous sommes à Rome, on dit la ville éternelle. C'est vrai que notre frère Floribert Bouanatsui a été béatifié, mais encore faut-il aller au loin. Et on dit quand même que ça traîne pour nous particulièrement. Là, nous comptons 4 personnes. Cette fois-là, qu'est-ce que vous pensez faire pour que le Saint-Siège quand même puisse aller jusqu'au niveau peut-être de lui rendre... Ça veut dire que Floribert Bouanatsui appartenait à sa communauté Saint-Edigio, appartenait au diocèse de Goma, mais il appartient aussi à la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il y a une démarche, il y a un cheminement pour passer du bienheureux jusqu'à être sanctifié. Je crois qu'il y a ceux qui sont au devant de l'action, mais nous, comme gouvernement, autant nous nous sommes mobilisés pour être là, pour sa béatification, autant nous nous serons mobilisés aux côtés de sa communauté pour être en mesure de faire le cheminement qu'il faut. Merci de faire le cheminement qu'il faut. Vous avez mentionné également que vous avez été, vous, reçu par le Saint-Père, ici à Rome. Alors, quel est le message que vous lui avez apporté, étant donné que nous restons toujours un pays agressé, nous, la République démocratique du Congo? Écoutez, le Saint-Père lui-même, dans son mot, on n'a pas eu besoin de lui parler. Je vous ai rappelé tout à l'heure le 3P de Floribert, paix, pauvre et prière. Le pape lui-même a dit, en concluant son mot ces jours-là, pour que la paix tant entendue revienne en RDC et en Afrique. Donc il faut considérer que c'est une quête commune, la paix en République démocratique du Congo. N'oubliez pas que nous avions
reçu pendant plusieurs jours le pape François. Et n'oubliez pas que l'actuel pape connaît bien la situation en République démocratique du Congo et que autant la République démocratique du Congo bénéficie de ses prières, autant de par la machine diplomatique du Vatican, une contribution est toujours donnée pour que nous puissions nous assurer que la paix revienne dans notre pays. La paix revient dans nos pays. Excellence, Monsieur le ministre, nous nous retrouvons à Rome, mais nous gardons un œil sur ce qui se passe au niveau du pays. Il y a eu une communication, va-t-on dire maladresse, d'un des chefs de corps, je veux dire le président de l'Assemblée nationale. Alors, vous, au niveau du gouvernement, nous voulons que vous puissiez rassurer notre population. Y a-t-il eu, oui ou non, massacre à Moba dans le Tanganyika? Non, il n'y a pas eu de massacre. J'ai eu l'occasion de discuter sur le sujet avec le gouverneur Kitungwa du Tanganyika. J'ai eu l'occasion de discuter avec le gouverneur Kitungwa de Tanganyika à propos. Je crois que autant lui, autant l'armée avait fait une communication pour clarifier évidemment ce qui s'est passé. Vous savez, la question du Tanganyika est une question qui figure hebdomadairement dans nos réunions du Conseil de ministres parce que vous savez qu'il y a eu des inondations récemment là-bas, à Kalemi, et que cela requiert une action humanitaire forte. On en a parlé, le président de la République a donné des instructions fermes à propos, c'est ce sur quoi nous occupons. N'oubliez pas que nous étions fraîchement sortis du Lalaba en conférence de gouverneurs où on a eu l'occasion de passer en revue la situation sécuritaire dans chacune des provinces. Évidemment, il y a dans tout ça l'urgence à la fois humanitaire, mais aussi sécuritaire, sur lesquelles nous sommes très attentifs. Moi, je ne voudrais pas revenir sur ça parce que j'ai vu qu'il y avait un communiqué de l'Assemblée nationale qui venait apporter de la clarification sur le sujet. Je pense que c'est ça l'essentiel que la communauté doit retenir. Patrick Lokela. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je reviens encore sur Floribert Boinatchoui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une rencontre de sa famille avec le chef de l'État pourrait un tout petit peu cristalliser sa lutte contre la corruption et peut-être mobiliser encore davantage l'opinion par rapport au combat que ces jeunes a mené Mais je crois que connaissant la sensibilité du président de la République sur toutes ces questions, parce que nous parlions de Kalemi, nous étions à Kalemi il y a 6 ou 7 mois, nous avons fait 30 km de route avec le président de la République pour aller à Mutoa, inaugurer un centre de santé dans les cas de 145 territoires. Les gens disaient que c'était loin, les gens disaient que les centres étaient petits, mais on a fait les déplacements avec le président de la République parce que la vie de chaque Congolais compte. Et ici, en l'occurrence, pour le martyr de Floribert Boinatchoui, qui a été honoré au niveau du Vatican, au niveau de la République démocratique du Congo, je pense que ça, ce serait les minimums, quitte à voir comment protocolairement cela peut s'organiser en fonction de la disponibilité du président de la République. Mais il faut considérer que la présence ici du gouvernement, qui a été approuvé par lui en plein Conseil de ministres, est un signe justement de soutien, est un signe de solidarité à la fois avec la famille, mais aussi avec toutes les populations du Nord Kivu. Voilà, parce que l'actualité l'exige, c'est aussi la rencontre entre le Rwanda et le Congo aux États-Unis d'Amérique. Un accord a été paraphé. Pourquoi l'accord n'a pas été signé, mais plutôt paraphé? On n'en est pas encore là. Nous sommes dans un processus qui est très délicat. Nous sommes depuis 2 ans engagés dans ces processus et chaque fois qu'il y a des pas, nous apprécions. Ce qui s'est passé ce soir à Washington est un deuxième pas positif vers la paix parce que nous voulons y aller. Il y a eu la déclaration de principe du 25 avril. Ce qui s'est passé hier, c'était la 2e phase. Et la 3e phase, l'une des plus déterminantes, ce sera celle de ministre des Affaires étrangères le 27 prochain. Je pense que nous pourrons attendre d'avoir un peu plus d'éclaircissement à l'occasion de la signature formelle qui se fera par les ministres des Affaires étrangères en attendant que les chefs d'État eux-mêmes puissent sceller ces documents qui va nous permettre de recouvrer la paix dans cette partie du pays. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'à ces stades, nous voulons donner la chance, en tout cas au processus en cours pour parvenir à la paix. C'est pourquoi d'ailleurs que nous nous réservons de faire de commentaires jusqu'à ce que les processus puissent atteindre le point culminant que nous souhaitons et nous aurons l'occasion
d'aller un peu plus en détail sur ce qui aura été signé et formellement convenu entre les deux pays. Mais quel est le contenu de ce texte paraphé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo? En quoi cela va différencier avec l'accord? Le communiqué qu'il annonce est clair sur les éléments qui vont y être contenus, mais peut-être que si vous voulez que je vous fasse un rappel, en l'occurrence, je ne peux vous faire le rappel que des principes qui ont fait partie de la déclaration. Le premier principe parlait, lui, de l'intégrité territoriale de la RDC, de sa gouvernance et de son indépendance. Le deuxième principe parlait des préoccupations sécuritaires parce qu'il est important qu'entre nous et les Rwandais, après cette crise, qu'on mette des mécanismes en place qui permettent de nous donner des garanties mutuelles et que même si il existe des sujets qui peuvent être délicats, mais que nous puissions les gérer de sorte à éviter de recourir aux armes ou à une confrontation armée. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi dans les principes qui ont été convenus les questions liées à l'intégration économique, parce que nous savons que les pays sont liés et font partie des organisations sous-régionales, mais ces choses ne peuvent se faire que dans une condition de paix retrouvée et dans une condition de paix définitive. N'oubliez pas qu'il y a la question des réfugiés, il y a la question de réfugiés, des part et d'autres, et donc tous ces sujets, suivant la déclaration de principe, ont été étudiés, et cela a été résumé dans les communiqués du département d'État qui est sorti hier. Pour le reste, je vous suggère d'attendre la signature de documents par les ministres des Affaires étrangères et on pourra revenir avec de plus amples détails. Mais il semble qu'il y a aussi des dispositions relatives à l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous renvoie dans ce qui a été dit dans la déclaration de principe et je vous renvoie à ce qui sera dit après la signature. Il est prématuré pour nous d'aller dans des commentaires parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était un processus sensible, c'était un deuxième pas dans la bonne direction, attendant le troisième et le quatrième pas, et nous aurons l'occasion d'aller dans les détails de ce que vous souhaitez. Monsieur le ministre, mais quand même, il y a cette appréhension, c'est notre opinion, qui voudrait peut-être croire que nous allons céder nos richesses, nos substances naturelles assez rares. Je voudrais quand même que vous jeter de la lumière à ces sujets. Non, je crois qu'il n'y a pas raison d'être sceptique parce que le président de la République, depuis le premier jour qu'on est dans ces conflits, s'assure que son action diplomatique ne compromette nullement ce que nous avons comme acquis. Ce que nous avons comme acquis, c'est nos frontières, ce que nous avons comme acquis, c'est nos richesses. Ça, qu'on ne vous trompe pas, nous n'y dérangerons pas. Et il ne faut pas oublier que le préalable pour aller justement vers une intégration économique telle qu'on en parle, les préalables, c'est la paix durable et la paix définitive. Et c'est ce sur quoi nous travaillons et c'est ce sur quoi nous allons encore travailler dans les mois qui viennent. Donc ici, il faut mettre une trêve à toute forme de spéculation. Il faut considérer que nous sommes dans un conflit trentenaire et que nous sommes dans une phase qui peut nous permettre d'en finir une fois pour toutes. Il faut bien que tout le monde tienne compte de la sensibilité et il faut surtout que le Congolais continue de faire confiance à l'action du président de la République et du gouvernement sur ce qui nous est acquis et sur ce sur quoi nous ne pouvons pas nous compromettre. Peut-être pour terminer pour ce chapitre, Monsieur le ministre, alors que direz-vous à ceux des Congolais qui pensent que nous devons nous aussi rechercher l'expertise voulue comme pour que nos richesses là ne soient pas bradées à notre insu, parce que c'est quand même piloté par les États-Unis. Sur la question minière, nous avons une vraie stratégie. Quand on parle quand je vous parlais tout à l'heure de bonne gouvernance, je peux vous donner l'exemple du programme phare aujourd'hui qui est connu mondialement, c'est le programme des litiers, l'initiative de transparence des industries extractives. Et en RDC, nous avons donné des preuves suffisantes que nous étions transparents à l'idée de la publication de tous les contrats et à l'idée des différentes stratégies mises en place pour s'assurer de la connaissance de nos richesses et de voir comment nous en disposons. Aujourd'hui, nous, on a décidé de ne plus exporter notre cobalt. Nous avons une influence sur les prix dans le marché. Ça veut dire que nous sommes, en connaissant
nous connaissons les enjeux, nous savons ce que nous avons et nous savons aussi ce que nous devons consentir comme effort pour avoir des services habilités qui sont solides, qui nous permettent de connaître la valeur de nos minerais et qui nous permettent de leur donner une plus-value et qui nous permettent de nous assurer que ces minerais profitent effectivement à chaque Congolais. Monsieur le ministre, je voudrais savoir, est-ce que le processus de Washington tient à l'État le processus de Doha et de Kinshasa, surtout que lorsqu'on voit à Doha, presque rien ne bouge au niveau du pays par rapport au pacte social pour la paix. Les évêques continuent à réclamer un rendez-vous avec le président de la République. Est-ce que le processus de Washington tient les deux processus de sortie de crise en l'état? Écoutez, tous ces processus n'ont que pour seul objectif à parvenir à la paix. Qui vous dit qu'à Doha, ça ne bouge pas? La question ici, c'est que, comme je vous l'expliquais en début, nous sommes dans un processus sensible. Et parce que nous sommes dans un processus sensible, il faut que les sujets se traitent avec la sensibilité qu'il faut. Les différents négociateurs, les différents responsables ont pour lit de veiller au caractère strictement confidentiel pour le moment des discussions qui se font pour s'assurer que nous arrivons au résultat. Mais les processus de Doha ou de Washington, c'est des processus qui ont l'objectif de nous amener à la paix. À Doha, c'est nos experts en sécurité qui discutent avec les M23. À Washington, c'est du bilatéral entre nous et les Rwandais. Et si vous lisez les communiqués qui sont sortis hier, ça s'est fait en complémentarité. Donc je crois qu'il ne devrait pas y avoir des inquiétudes particulières au regard de l'objectif final et de la complémentarité qui existe entre ces différents processus. Au niveau interne, ce que je sais, c'est que le président de la République aura l'occasion d'écouter les évêques, comme il les avait écoutés au début. C'est que je sais aussi qu'il y a des consultations qui ont été initiées par les présidents de la République, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, cher Patrick, le rôle d'arbitre dans les contextes qui est le nôtre revient au président de la République, article 69 de la Constitution. L'initiative de prêtres, comme d'autres initiatives, c'est des bonnes initiatives qui veulent nous aider à parvenir à la paix, mais si cela doit être endossé, cela ne peut être endossé que par celui qui est l'arbitre constitutionnel, qui est le président de la République, quant à la suite à donner ou quant à la forme. Monsieur le ministre, le Congolais ont comme l'impression que le gouvernement ou le chef de l'État accorde moins d'importance au processus de Kinshasa mené par les évêques, dans la mesure où, depuis qu'ils ont demandé un rendez-vous, ils ne l'obtiennent pas. Mais juste après eux, il y a M. Fayoulou de l'opposition qui a demandé à rencontrer le président Tshisekedi. Il a tout de suite répondu favorablement, alors que les évêques continuent à attendre. Est-ce que le gouvernement ou le chef de l'État n'accorde pas moins d'importance à ces processus qui a l'avantage de réunir les Congolais entre eux? Je ne sais même pas d'où est venu ces vocables, le processus de Kinshasa. Mais il faut considérer, cher Patrick, que l'origine de la crise actuelle, pour commencer, nous avons un pays voisin qui nous a envahis, qui nous a attaqués. C'est ça l'origine de la crise au départ. Maintenant, il y a évidemment des problèmes internes ou des frustrations des uns des autres. Il ne faut pas oublier quand même, parce qu'on parle encore des évêques, que le contexte de 2016 avec le dialogue autour de la CENCO n'est pas celui de 2024 ou de 2025. N'oubliez pas qu'on a eu une élection où le président de la République a été massivement élu. N'oubliez pas qu'il y a certains partis qui avaient fait le choix de boycotter ces élections. Alors, c'est malsain de vouloir se greffer sur une crise d'origine extérieure pour penser qu'on peut revenir d'une autre manière à la table. Et surtout que, comme préalable, je pense, c'est de condamner l'ennemi, de condamner ceux qui nous attaquent. Parce que vous qui parlez du processus de Kinshasa, pour en prêter votre expression, lorsqu'on se retrouve à table pour parler, on parle des problèmes évidemment, n'est-ce pas? On doit être en mesure de faire le diagnostic sur les origines de la crise, n'est-ce pas? Et on constatera en ce moment-là que l'origine de la crise établie par nos propres services, que c'est l'agression rwandaise, attestée par les rapports du Conseil de sécurité d'autres pays occidentaux, mais ceux-là qui se bousculent, entre guillemets, derrière le
le prêtre pour parler du processus de Kinshasa, les avez-vous déjà entendus condamner l'agression? Les avez-vous déjà entendus formellement dire qu'ils exprimaient leur compassion? Hier encore, je lisais les rapports de Human Rights Watch qui vient rajouter sur la liste des crimes de guerre, les crimes de guerre avec tous ces processus de déportation, de transplantation de population. On prend des Congolais par force, on brûle leurs cartes d'électeurs parce qu'on est obnubilé à l'idée de trouver de preuves qu'il y a des FDLR. On invente des situations qu'on attribue à des populations pour les déporter contre leur volonté, pour les brutaliser et tout ça. Mais tout ce qui se passe des nauséabonds, tout ce qui se passe de ces crimes, mais il faut commencer par les condamner si vous voulez qu'on soit en mesure, nous tous, de nous asseoir sur la table et de nous mettre d'accord sur comment nous sortons. Et donc c'est pour ça qu'il faut vous souvenir de ce que le président de la République avait dit au 22 février, lorsqu'il a rencontré l'Union sacrée, sa majorité. Il a dit qu'il était disponible, que sa main était toujours tendue pour ceux qui voulaient contribuer au retour de la paix. L'honorable Martin Fayulu l'a saisi et il a eu l'occasion de voir le président de la République et de discuter. Il lui a fait des propositions. Je pense qu'il n'y a pas meilleure personne que le président de la République pour être en mesure d'apprécier tout ce qui se passe à la fois en interne et en extérieur pour voir comment on peut travailler pour arriver à la paix qui est l'objectif premier de son action. Et donc ici, il ne faut pas penser que les processus tels que vous le présentez de Kinshasa est un processus qui doit venir ignorer l'agression, les vraies raisons de la guerre, les crimes qui sont commis pour venir se focaliser à vouloir régler des problèmes de positionnement des uns des autres, parce que c'est cela l'objectif pour certains. Ça fait plusieurs mois que l'une de certaines de nos parties du pays sont contrôlées, tout ça, parlant du Nord Kivu et Sud Kivu. Un mot quand même pour ces populations en errance dans leur propre sol. Écoutez, le fait que nous sommes venus massivement à Rome, parce que cette messe devait être initialement dite à Goma, le fait que nous soyons venus à Rome est d'abord le signe que nous restons en solidarité, en soutien et en communion avec nos populations du Nord Kivu. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup d'entre eux pendant que nous étions à Rome. J'ai senti en eux les besoins d'être davantage rassurés par nous sur les efforts que nous faisons pour le retour de la paix. J'ai vu dans leur visage la joie de nous rencontrer, la joie de nous entendre dire que nous continuons tous les jours à travailler pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Beaucoup ne le savent peut-être pas ou beaucoup de gens ne font pas attention. Mais chaque vendredi, en conseil de ministres, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre de la Santé, la ministre de l'Éducation, nous parlons toujours et d'abord de la situation dans les parties sous occupation. Hier, j'ai discuté encore avec mon collègue des Finances parce que vendredi à Kolwezi, la ministre de l'Éducation est revenue parce que vous savez qu'il y a des tests de fin de cycle actuellement. Le gouvernement avait décidé de prendre en charge pour éponger la charge de parents dans ces parties sous occupation. Le gouvernement va s'acquitter de son devoir de ce point de vue. Nous savons que la situation est économiquement difficile du fait, par exemple, que les systèmes bancaires ne peuvent pas tourner. Mais aujourd'hui, je pense que ceux qui sont à la base de cette situation, c'est d'abord ceux qui ont choisi de nous faire la guerre, ceux qui ont choisi de nous attaquer un dimanche, ceux qui ont choisi d'attaquer à la fois les écoles, les hôpitaux, ceux qui ont choisi de couper de l'eau et de l'électricité, et ceux qui ont choisi de continuer à gouverner par crime. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que dans le cadre de ce qui s'est passé à Washington, c'était un processus sensible. Nous voulons que ces processus, la voie tracée par la résolution 2773, puisse nous permettre de recouvrer la paix, puisse nous permettre de recouvrer la paix pour qu'à partir de cette paix, nous puissions voir comment progressivement rouvrir l'aéroport de Goma, ramener les services, notamment bancaires,
pour nous permettre de soulager les difficultés de nos populations. Il ne faut pas oublier aussi que sur les circuits bancaires, il y a une vraie difficulté, c'est que les banques, c'est d'abord la sécurité. Les banques, c'est les épargnes, c'est l'argent des Congolais. Le principe même premier qui guide les banquiers, c'est la sécurité. Et les conditions de sécurité là-bas ne sont pas réunies. Parce que les banques font parfois des importations des devises. Vous avez un aéroport qui est fermé. Comment vous le ramenez? Vous avez la banque centrale qui est fermée à travers ces succursales là-bas. Parce que c'est un système, notamment à travers la compensation et toutes ces opérations. Comment on arrivera à le faire? Vous avez vu qu'on a tenté à la fois à Goma et à Bukavu de casser la banque centrale. Donc on connaît plus ou moins les intentions des occupants qui n'hésiteraient pas à piller ou à mettre la main sur les épargnes les uns des autres. Est-ce qu'il faut les laisser faire? Non. N'oubliez pas aussi que c'est un élément important dont on ne parle pas beaucoup, mais que le groupe M23 est sanctionné par les départements du Trésor. Ils ne sont pas en droit d'utiliser les dollars. Quelle est la banque qui va accepter d'être dans une, même si c'est une juridiction défaite, avec les occupants qui ont essayé de dresser une administration parallèle? Quelle est la banque qui va s'exposer devant l'OFAC au risque des sanctions du gouvernement américain? Aucune banque. Donc vous voyez que c'est une situation qui est délicate, mais c'est une situation que nous essayons de contourner à travers notamment les telcos, donc les télécoms, les mobile banking, etc. Nous nous assurons, en tout cas j'ai encore discuté avec mon collègue de budget aujourd'hui, nous nous assurons que de ce côté-là, ce qui doit être libéré le soit en termes de salaire des uns des autres, pour que, au moins, de ces points de vue, de ce qui est droit inaliénable, que nos compatriotes sachent que c'est garanti. Et s'ils auront l'occasion de suivre cette interview, ils doivent savoir que leur matin, leur midi et le soir nous préoccupent parce qu'ils sont exposés à ceux qui n'ont malheureusement en termes de gestion que la commission des crimes. Voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre. Donc nous sommes rassurés que l'État congolais passe par les mobile banking pour payer les fonctionnaires qui sont dans les territoires occupés et villes occupées. Évidemment, et nous avons un suivi très étroit parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un gouverneur qui est dans le Grand Nord, un gouverneur du Nord Kivu, qui suit assidûment toutes les choses, tout ce qui se passe là-bas. Et nous, dans le cadre notamment de l'éducation, je le disais tout à l'heure, nous faisons notre part. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, la position du gouvernement de la République, parce qu'il y a des accords qui vont peut-être être signés, non seulement à Washington, mais aussi à Doha. Votre position sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui se commettent au jour le jour, même pendant que vous êtes en discussion avec le Rwanda et les M23, les crimes continuent à se commettre dans la partie Est. Est-ce que le gouvernement va tout simplement fermer les yeux, oublier ces crimes, ou soit après, il y aura un tribunal qui sera mis en place pour que les auteurs de ces crimes contre l'humanité, crimes de guerre, répondent de leurs actes? Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. On ne peut pas continuellement sacrifier la justice pour la paix. Ici, il y a des faits sur lesquels vous devez être un peu plus vigilant. Moi, j'ai reçu à Kinshasa une délégation venue de Genève. Parce que n'oubliez pas qu'il y a une mission d'établissement de faits que nous avons obtenue de manière unanime du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ils sont à Kinshasa. Normalement, ils doivent opérer dans toutes les zones sous occupation pour recueillir des éléments. À partir du mois de septembre, il y aura une commission internationale d'enquête. C'est que nous n'avions pas eu depuis 30 ans sur la situation, sur ce qui se passe depuis janvier 2022. Ça nous permettra, en ce moment-là, d'avoir tous les éléments qui peuvent permettre l'établissement de la justice. N'oubliez pas qu'il y a les procureurs de la Cour pénale internationale qui a déjà dit que les dossiers étaient ouverts. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a une volonté à notre niveau de mettre en place un tribunal spécial qui sera chargé de... Parce que vous savez, cher Patrick, vous ne pouvez pas imaginer la peine des familles qui ont vécu directement ces drames. Vous ne pouvez pas imaginer que vous vous levez un matin dans votre ville, vous n'avez rien demandé, dans votre pays, que des soldats d'une armée étrangère viennent, avec la complicité de certains d'entre vous, tuer des gens qui sont dans des hôpitaux,
enlever les malades, transformer une école en cimetière. C'est des crimes imprescriptibles. Et ce n'est pas seulement nous qui les disons. Tous les rapports, Amnesty International, Human Rights Watch l'attestent. Évidemment, il y a le temps de la paix. Évidemment, il y aura aussi le temps de la justice. Parce qu'il faudrait bien que tous ceux qui sont responsables de ces crimes en répondent. Au nom de ce temps de la paix, au nom de la cohésion et après peut-être le dialogue national, quel sera le sort, Monsieur le ministre, de ceux qui ont décidé d'assiéger Goma aujourd'hui? Bukavu aussi. Écoutez, dialogue national, nous sommes dans le domaine de, j'allais dire, des intentions des uns et des autres au dialogue. Moi, je considère que pour la résolution de la crise dans l'Est, le président a mis toutes les solutions à table. Il y a évidemment les différents processus de paix dont on a parlé tout à l'heure. Il y a les consultations nationales qu'il a initiées. Il y a les différentes rencontres qu'il a eues, notamment avec l'honorable Fayulu. Il y aura sûrement dans les jours qui viennent une rencontre avec le prélat. Le président de la République, dans son rôle d'arbitre, nous indiquera le chemin. Ici, il ne faut pas spéculer. Dialogue national qui va parler pour aboutir à quoi dans ces dialogues nationaux? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Parce qu'il ne faut pas oublier, Madame Kitsita, qu'il y a eu des élections, que nous avons une constitution, qu'il y a un ordre constitutionnel que nous avons bâti à dur labeur, qu'il faut à tout prix préserver. Alors quand on parle de dialogue, c'est quoi l'intention des uns et des autres? Parce qu'on peut tous convenir du besoin pour nous de discuter entre Congolais, pour chasser l'ennemi ou pour voir comment on se solidifie en termes de construction de cohésion nationale. Mais on ne peut pas le faire en sacrifiant l'ordre constitutionnel, en sacrifiant la volonté suprême des Congolais exprimée à travers des élections pour choisir qui doit diriger quelle institution et qui ne doit pas diriger telle autre. Parce que parfois, moi, quand j'entends les opposants, j'ai l'impression qu'ils se mettent eux à l'écart, qu'ils se mettent eux en position spectateur. Attention, l'opposition est une mission qui est constitutionnelle, Madame Kitsita. Le rôle de l'opposition, c'est aussi celui d'apporter la contradiction, de dire que le choix de la gratuité n'était pas bon, que le choix de 145 territoires n'est pas bon. Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu, ou très peu entendu, les opposants venir nous contredire dans les choix que nous faisons dans la gestion de la chose publique. J'entends souvent des querelles de polémiques politiciennes liées au sort des individus ou des uns et des autres, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui soit plus important par rapport à la nécessité pour nous, comme gouvernement, d'avoir une opposition qui nous contredit avec des propositions qui nous permettent d'améliorer l'action publique pour le temps que nous sommes là. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole du gouvernement. On va terminer cet entretien peut-être par une dernière question ou sinon, ça sera vraiment des questions courtes, sujet, verbe, complément, si vous en avez. Mais ma toute dernière question, c'est de savoir, à la messe de béatification, le cardinal Ambongo qui se félicitait donc de cette béatification, de cette proclamation, qui a salué la présence de tous pour la circonstance, vous qui avez fait le déplacement, a dit que la SENCO allait accompagner finalement la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo et que dans les jours à venir, des orientations claires seront données. Comment vous accueillez cette proposition du prélat catholique? Ils sont dans leur rôle comme société civile et nous nous demandons, vous savez madame, si vous voulez construire, vous ne pouvez pas construire sans contradiction. Mais pour autant que cette contradiction se fonde sur des faits avérés et pas sur des spéculations. Parce que fort malheureusement, chez nous, il y a trop de mythes, il y a trop de spéculations. C'est tellement facile d'imaginer des détournements ou des faits de corruption. Parfois, c'est tellement... on en parle parfois sans en réaliser la portée ou la gravité. Je ne voudrais pas revenir sur ce que j'avais entendu, moi, sur les programmes de 145 territoires. Mais je crois que s'il y a une volonté de contribuer aux efforts du gouvernement pour lutter contre la corruption, ces efforts sont les bienvenus.
Merci beaucoup à Patrick Lokala, merci à Eric Izami. Merci. Merci surtout à vous, monsieur le porte-parole du gouvernement, d'avoir trouvé le temps, vous qui êtes en mission, pour répondre à nos questions, des questions d'actualité depuis Rome où vous séjournez, tout en espérant vous avoir encore une prochaine occasion pour... Mais c'était important parce que je voudrais m'adresser à nos populations qui sont dans les parties sous occupation justement, qui doivent savoir que c'est eux notre priorité. Ils doivent savoir que matin, midi et soir, le président de la République, le gouvernement, nous suivons assidûment tout ce qui se passe. Tout ne peut peut-être pas être dit, mais tout est fait pour que très rapidement, nous quittions cette situation d'occupation avec toutes ses conséquences et pour que très rapidement, nous puissions nous tous être en mesure de retourner à Goma, de retourner à Bukavu, comme ce fut le cas à l'époque. Et donc ici, ce que je leur demande, c'est difficile, nous le savons, mais je pense que dans des cas comme ceci, il n'y a pas meilleure manière de sortir de la crise qu'en étant unis, en communion avec nous. Parce qu'il y a beaucoup, je ne voudrais pas utiliser l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure du poison rwandais, mais je crois qu'il y a beaucoup des gens qui ne veulent pas que cette situation se termine. Il y a beaucoup de gens qui veulent instrumentaliser, notamment en créant une fausse question sur cette histoire de swahiliphones qui sont brimés. Mais les swahiliphones, s'il faut simplement parler des locuteurs de la langue swahili, ça fait 60% de la population au moins. Comment pensez-vous qu'un gouvernement peut brimer 60% de sa population ou peut la stigmatiser? Tout ça, c'est du venin, du poison que l'on veut distiller pour créer la division alors que nous devons être en cohésion, alors que nous devons être en confiance. Et nous, gouvernement, ce que nous faisons, c'est de passer justement ce message. Non pas seulement de solidarité, non pas seulement de soutien, mais aussi ces messages qui leur permettent de lutter contre la manipulation. J'ai rencontré une bonne frange de ceux qui sont venus ici à Rome, j'ai discuté avec eux et nous nous sommes mis d'accord que, quelle que soit la nature de problème que nous avons, nous ne pouvons pas laisser un peu d'espace à l'ennemi pour apporter un message de division. Nous ne pouvons pas laisser l'espace à l'ennemi pour venir nous regarder. Pendant ce temps, nous voulons parler nation pour commencer à parler du positionnement des tribus des uns et des autres. Mais toutes ces choses-là, heureusement, que les populations qui me suivent comprennent de quoi il s'agit, heureusement qu'ils continuent de nous faire confiance. Nous ne sommes pas loin de l'objectif que nous recherchons de la paix. Voyons voir dans les prochains vols ce que ça va donner et j'espère que très vite, nous allons nous retrouver à Goma pour une autre émission. Merci. Monsieur le porte-parole du gouvernement, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Publicité. Autrefois, nos services répondaient aux besoins essentiels de la poste traditionnelle. Aujourd'hui, grâce à Poste Smart, nous avons réinventé nos services pour vous offrir une expérience moderne et connectée. Découvrez nos nouveaux services. Gagnez du temps avec le paiement de vos factures en un clic. Envoyez et recevez de l'argent où que vous soyez. Commandez en ligne et suivez vos colis facilement. Avec Poste Smart, tous nos services sont désormais à portée de main pour simplifier votre quotidien. Poste Smart, la poste intelligente pour un avenir meilleur. Téléchargez l'application dès aujourd'hui. Arrête, s'il te plaît. Hey, ouvre grand tes yeux et tes oreilles. J'ai une histoire à te raconter. Imagine une petite fille qui a un détresse sur la tête. Il y a un drôle de monstre qui la suit. TV5 Monde Plus a des histoires à vous raconter.
Des programmes jeunesse en français disponibles partout, gratuitement.